c'est ça, ou bien c'est s'offrir une nouvelle robe ou un dîner de famille, ou etc. Donc je ramène l'aspect de façon très caricaturale, mais en tout cas, dans les entreprises familiales, il y a ce choix entre des sous pour la fabrique ou des sous pour la famille. Aujourd'hui, ce sont des 8 couleurs, donc le choix est encore plus difficile. C'est encore plus difficile, elles sont encore plus chères. Et donc on voit bien tout de suite, sans culture, tous les problèmes que ça pose. Pollution des relations privées et professionnelles. J'ai passé des heures et des heures dans les entreprises familiales à entendre des couples se disputer entre eux, même si c'est sympathique. Pour le personnel, c'est tétanisant. Un autre risque que Réginald évoquait tout à l'heure, c'est celui de s'endormir sur ses lauriers. Depuis 50 ans, on fait comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. Et donc, il y a un vrai risque dans l'entreprise familiale d'être tombé dans la sous-performance. Sous-performance, et c'est le cas, j'ai vécu samedi soir, on a voulu trop, à un moment donné, protéger les fils ou des filles dans l'accès à des fonctions de direction générale. On les y a conduits et ils n'ont pas été capables. Et c'est une vraie menace pour les entreprises familiales. D'autres encore, et je m'appuie toujours sur le livre, c'est pas grave, ça ne tombera pas plus bas. D'autres encore, c'est la culture du secret. La culture du secret, c'est à la fois c'est bien quand si on conserve les secrets de famille, ça devient un véritable cancer dès l'instant où la non-transparence dans les comptes, la non-transparence dans les défis rend impossible à des cadres de qualité d'émerger et de participer à la direction de l'entreprise. Autre élément également, la peur du regard extérieur. Je suis bien placé pour savoir qu'un regard extérieur qui rentre dans une entreprise familiale, d'abord c'est le plus tard possible, parce que chez nous on sait tout, c'est inexplicable, alors que bien souvent un regard extérieur qui a été dans différentes entreprises peut très très rapidement mettre le doigt sur des blessures ou sur des potentiels. Il y a cette caractéristique à la Belgique, par rapport à la France et par rapport à la Hollande, il y a une espèce de méfiance à l'égard des regards extérieurs. La question autre est évidemment de savoir s'il y a suffisamment de regards extérieurs compétents en entrepreneuriat familial. C'est évidemment vraag en aanbod. Autre défaut, ce sera l'avant-dernier que je signale avant de céder la parole à Rick Denolf, c'est l'excès de travail et le dévouement excessif. Il y a dans les entreprises familiales une sorte de légitimité à travailler beaucoup. Elle est parfois suspecte parce que c'est aussi l'éducation ou la culture que je n'ai pas développée personnellement d'avoir des loisirs ou d'avoir d'autres activités en dehors de l'entrepreneuriat familial. Et donc on a des individus familiaux qui se sacrifient pour la famille et qui demandent dès lors pour leurs collaborateurs un style d'adhésion que les collaborateurs ne sont pas du tout prêts à accorder à l'entreprise. Et il y a là beaucoup d'équivoques. Et tant qu'un entrepreneur familial ne peut pas se dire « Ok, je roule pour mon entreprise et j'engage des collaborateurs qui roulent pour leur destinée », il y a un vrai frein dans la possibilité de créer, de développer l'entreprise. Il y a beaucoup d'autres non-valeurs. Je voudrais terminer par celle-ci. Il y a aussi souvent un manque de fierté par rapport à l'histoire et par rapport à ses origines. Je crois que nous aimons tous rentrer dans une entreprise dont on connaît la belle histoire. Avoir l'image du père ou de la mère fondateur avec son premier camion ou sa première machine ou son premier ordinateur, ça a du sens. Et rares sont les entreprises qui peuvent encore offrir ce sens. Et en fait, il suffit de voir, on prend des photos de 1950 ou de 1960 et qui honorent un hall d'entrée, ça n'est quand même pas loin, loin, loin. Mais les images que l'on va voir, c'est vraiment révèle d'un autre temps. Et ça permet de dire aux nouveaux engagés maintenant, écoutez, tout ne tombe pas du ciel si facilement. Pensez que telle personne qui a été là, elle a commencé avec 3 grains de riz.
Et rappeler ça me paraît important. Ik wil nu het woord geven aan Rick de Nulf. De vraag werd hem gesteld van zijn commentaren te geven over het boek, want het is ook inderdaad dankzij dit huis dat dit mooi boek bestaat. En Rick, wilt u ons zeggen, positief gezien en negatief gezien, wat u fijn in dit boek vindt? Bedankt. En tout cas, ce livre est plus que complet. Je dirais on a vraiment pensé à tout. Tous les aspects pensables sont traités. Et donc, moi, je ne vois qu'un problème. C'est-à-dire, on a fait aussi la description du patron d'une entreprise familiale. Et il y a donc plusieurs types. Et j'ai énormément peur que si on appartient à une classe, à un de ces types, qu'on est en danger. Parce que donc, il y a le type introverti. Donc le penseur, celui qui réfléchit, qui écoute, c'est très, très bien tout ça. Mais il y a aussi l'extraverti, celui qui prend des contacts, qui a l'esprit des relations publiques, qui externalise la société. Et en tout cas, si on n'a pas les deux, je crois que c'est déjà dangereux. Si on est seulement introverti sans être vraiment capable d'avoir des relations sociales, et je crois qu'il faut combiner les deux en tout cas. Il y a les pragmatiques. Donc ceux qui s'intéressent aux détails, qui exagèrent peut-être, qui vraiment veulent savoir comment ça fonctionne, ce qu'ils sont en train de faire, comment ils cherchent des solutions. Mais il y a aussi donc les visionnaires, ceux qui ne pensent pas à tous ces détails, qui ne voient que l'ensemble, le long terme, donc la grande vision. En tout cas, si on est visionnaire et seulement visionnaire, je crois que c'est dangereux parce que la vie, c'est une série de détails. Donc, dès qu'on oublie que quand même il se passe quelque chose le jour même où il faut intervenir, je crois qu'il faut combiner les deux, et le pragmatique et le visionnaire. D'autres descriptions. Il y a donc le patron qui a beaucoup de feeling, donc celui qui est subjectif, qui sent ce qu'il faut faire, qui sent ce qui se passe dans la société. Donc c'est très très bien tout ça, mais il y a aussi le rationnel. Donc le contraire, c'est le rationnel, celui qui ne voit que des critères objectifs, qui veut vraiment des chiffres, des éléments, des données statistiques et tout ça. Je crois que si on est seulement feeling, on prend des risques. Donc il faut être rationnel quand même, il faut combiner les deux. Et comme ça, il y a beaucoup d'exemples. Il y a des proactifs, ceux qui vraiment veulent piloter l'opération, qui eux-mêmes donnent des directives et enfin, qui rentrent en action. Il y a aussi l'autre type qui est plutôt le réactif, celui qui attend des opportunités, mais qui sait saisir les opportunités. Je crois qu'il faut les deux. Si on est seulement proactif et on n'intervient pas au moment même où l'opportunité se présente, je crois que là aussi, on rate des opportunités et donc on n'est pas très bien en forme. Il y a d'autres descriptions. Et le passionné du métier, celui qui a vraiment vécu la création, le début, c'est celui qui veut que ça continue, que ça évolue, qu'on adapte. Enfin, moi, je parle de médias, donc ils sont vraiment en mouvement. Évidemment, on constate qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui change. Nous sommes toujours des éditeurs et la presse écrite et le mot écrit et l'imprimé, c'est toujours 85% de nos activités. Donc radio et télévision, c'est formidable, tout le monde en parle, mais ça ne représente qu'un peu moins que 20%. Et Internet, depuis 15 ans, on est obligé à chaque discours, dès qu'il s'agit de médias, de parler d'Internet, et ça ne représente même pas 5%. Donc le monde n'a pas tellement changé, mais quand même, il y a ce métier qui est passionnant. Il y a aussi donc le gardien des traditions, celui qui veut que l'opération est bien gérée. Donc c'est quelqu'un qui est correct, qui est un bon père de famille, gère sa société. Mais il y a aussi donc le gestionnaire qui est plutôt le développeur, qui veut améliorer les processus, qui s'intéresse aussi à la partie technique, à la production, qui veut améliorer les techniques de vente. Je crois que ça aussi, c'est important de combiner tout ça. C'est bien d'aimer son métier, c'est fantastique qu'on garde les traditions, mais il faut quand même que ça évolue, que ça change. Et donc, il faut être développeur, gestionnaire, développeur. Donc, je crains que notre vie est très compliquée. Il faut combiner tout ça si on veut arriver à un bon résultat. Et donc, la conclusion est simple, on ne peut pas faire ça tout seul. Et donc, il faut professionnaliser, il faut déléguer. Et ça, ce n'est pas évident non plus pour quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, je dirais, au début de l'opération. Donc là,
je crains que